Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média diffusée en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur le site internet lemediatv.fr. Tous les jours du lundi au jeudi à 19h, on décrypte l'actualité avec nos experts et les reportages de nos journalistes sur le terrain. Et ce soir, on discute de l'avenir du gouvernement Bayrou, à nouveau sur la sellette et menacé de se faire renverser par une nouvelle motion de censure. Au centre des projecteurs, la réaction du Parti socialiste est évidemment scrutée de près, alors que le PS s'était abstenu le mois dernier de voter la motion de censure déposée par les autres partis du NFP. Mais le ton côté socialiste semble avoir changé de surcroît après l'échec des discussions entre les partenaires sociaux pour améliorer ou abroger la réforme des retraites. Le premier coup de semonce a été donné dimanche dernier par le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, qui a déclaré dans la tribune que la censure est sur la table. S'en est suivi une flopée de déclarations dans ce sens des socialistes au Rassemblement national. Mais les jours du gouvernement Bayrou sont-ils vraiment comptés ? C'est l'objet de ce débat au cœur de l'actualité avec Paul Elec, Noah Tefrit et Amin Snoussi. Alors, on commence par les présentations pour ceux qui sont habitués ou pas habitués au plateau. Paul Elec, analyste politique récurrent du mercredi soir. Noah Tefrit, bonsoir, collaboratrice parlementaire du député socialiste Philippe Brun. Et Amin Snoussi, un petit peu plus habitué et également collaborateur parlementaire à la France Insoumise. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute un florilège des différents camps politiques qui ont été interviewés cet après-midi par nos reporters, propos recueillis cet après-midi à l'Assemblée nationale par nos journalistes Andrei Manivit et Lisa Lapp. C'est pas l'envie qui m'en manquait, mais la fois dernière, des associations, les maires nous avaient appelés, donc on avait cédé, mais pas cette fois. Les 100 mensonges de Bayrou, ça fait longtemps que la copie est remplie et déborde. Ça incombe, c'est-à-dire qu'on est dans un moment compliqué, un moment difficile, et donc une censure aujourd'hui serait, à mon avis, encore plus délétère que la censure du gouvernement Barnier. Les Français sur le terrain nous disent matin, midi et soir qu'ils veulent de la stabilité et ils n'ont pas du tout envie qu'on renverse le gouvernement. Il y a la guerre aux frontières de l'Europe et il y en a qui veulent censurer le gouvernement. On a un problème de déficit public et il y en a qui veulent censurer le gouvernement. Mais c'est n'importe quoi, c'est absolument irresponsable. C'est incroyable, je n'ai pas encore entendu cet argument, je rigole alors que ce n'est pas drôle. Mais évidemment que même dans des moments qui sont des moments où on pressent la tragédie possible de l'histoire, elle est même sous nos yeux en Ukraine, à Gaza, on a besoin d'être très responsable. Mais si nous avons un désaccord sur les politiques conduites, le Parlement doit conserver à tout instant le droit de dire qu'il n'est pas légitime et qu'il doit être remplacé. Ça s'appelle la démocratie. Et penser qu'on va combattre la vague trumpiste, les tragédies que nous vivons à travers le monde sans démocratie, eh bien, ces gens-là sont pas sérieux et irresponsables. Alors Noah Tefrit, est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que cette fois-ci, inévitablement, on va avoir une censure ? Et est-ce que si les partis du NFP déposent une motion de censure, les socialistes s'y joindront ? Alors écoutez, à titre personnel, je pense que la parole de François Bayrou est décrédibilisée. On ne pourra pas renégocier un budget avec lui en l'année prochaine. Donc oui, je pense qu'il faut voter cette motion de censure. Paul, on a quand même envie de dire tout ça pour ça. On aurait pu s'épargner cette désillusion prévisible sur le conclave autour des retraites et voter collectivement la censure dès le mois dernier et même avant. Oui, c'est effectivement une grave erreur politique qu'a commis le Parti socialiste. C'est pas faute de l'avoir dit et d'avoir vu nombre d'observateurs le dire, enfin des observateurs politiques qui viennent autant du monde du journalisme qu'en fait des élus, des députés qui savent très bien qu'il n'existe aucune forme de négociation possible avec Emmanuel Macron. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, 7 ans qu'il utilise des gouvernements et qu'il utilise tout l'arsenal de la Constitution, voire l'arsenal de la répression policière lorsque le combat politique se joue dans la rue, pour empêcher toute forme d'opposition à ce qu'il propose. Donc c'était sûr qu'il n'y allait rien avoir et que les fausses négociations étaient vouées à l'échec. Maintenant, la question c'est est-ce qu'une censure est possible ?
C'est-à-dire qu'en fait, dans le pays, il existe une majorité. La majorité, Bayrou, Retailleau, Le Pen. Bayrou, en tant qu'il est l'avatar de la dernière forme du macronisme, ce qu'il en reste. Retailleau, en tant qu'il est la partie de la droite qui joue la participation au gouvernement et qui vient alimenter en troupes, en vote, notamment avec l'impulsion de la droite sénatoriale au Sénat, dont il était le président du groupe auparavant. Et Le Pen, en tant qu'elle est à la fois le soutien au gouvernement par ses votes, par son refus des censures successives du gouvernement, mais aussi l'inspiratrice d'un certain nombre de propositions, et en particulier tout l'appareil xénophobe que veut déployer la Macronie. Il se fait notamment parce que Marine Le Pen met la pression et insulfe ces idées dans le corps social, et qu'ils les ont tous plus ou moins repris à avec différentes formes de nuances. Amine, on peut le croire, les cadres socialistes, cette fois-ci, quand ils disent que la censure est sur la table et qu'ils veulent arrêter de privilégier le dialogue comme ils l'ont fait précédemment? Je pense que oui, parce que les socialistes s'attendaient à une discussion sur les retraites en croyant qu'ils allaient obtenir quelques miettes dans les négociations, ce que Bayrou ne leur accorde même pas. Donc je ne vois pas pourquoi objectivement il resterait dans ces discussions, mais aussi pour rejoindre Paul sur son analyse, la grave erreur qu'est en train de faire généralement Emmanuel Macron, c'est qu'il refuse d'octroyer le droit au groupe qui a gagné les dernières élections, au nouveau Front Populaire, de former un gouvernement, et de ce fait, il est tributaire de Marine Le Pen et de l'extrême droite. Et donc on voit très bien ce glissement idéologique du macronisme vers l'extrême droite, où on n'arrive plus à les différencier sur les déclarations, notamment sur les déclarations xénophobes, où on n'arrive plus à différencier M. Retailleau des déclarations du Rassemblement national et de l'extrême droite en général. Et c'est en fait Emmanuel Macron qui s'est mis dans cette position où il dépend du RN et il doit plaire régulièrement à l'extrême droite pour s'éviter une censure, alors que cela aurait très bien pu être évitable dès les élections législatives de l'année dernière, en donnant la responsabilité au nouveau Front Populaire de gouverner. Alors en tout cas, les socialistes ont probablement retenu leur leçon, puisque François Bayrou était allé, on se souvient, en février dernier, jusqu'à les moquer en plein hémicycle, alors qu'ils lui ont donné du sursis. Séquence assez hallucinante d'un Bayrou aux airs jubilatoires qui pousse les socialistes à quitter l'hémicycle. On regarde. Mais on voit bien de quoi il s'agit. D'habiller de mots les plus grands et les plus grandiloquents possibles, de médiocrissimes intérêts, minuscules intérêts électoraux, microscopiques intérêts de courants de congrès, et ce faisant, je vous le dis comme je le crois, vous vous trompez. C'est dommage, Monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête. J'avoue que c'est la première fois que je vois un parti qui dépose une motion de censure quitter l'Assemblée pendant la discussion de sa motion de censure. Noah, c'était terrible comme séquence. Ça a été une humiliation pour les socialistes. C'est terrible comme séquence. C'est là où on se rend compte que c'est des personnes qui ne respectent rien ni personne. C'est-à-dire qu'en responsabilité, les socialistes ont accepté de ne pas censurer pour donner un budget à la 7e puissance mondiale. Et on se rend compte que François Bayrou s'imagine tout permis et qu'il est dans une espèce de sphère où il se trouve intouchable. Est-ce qu'on peut quand même penser qu'il n'y a pas eu une sorte de naïveté de la part du PS de croire qu'un gouvernement macroniste allait se plier à ces déshydratats? Non, c'est pas de la naïveté, c'est de la responsabilité. C'est-à-dire que laisser le gouvernement en loi spéciale n'était pas possible. Vous aviez des crédits qui étaient bloqués pour les collectivités, des maires qui étaient très inquiets, ne pouvant ne serait-ce que faire leur budget. C'est en responsabilité que les socialistes ont accepté de négocier, et ce n'était pas par gaieté de cœur. Nous sommes de fervents opposants au gouvernement Macron. Personne ne veut négocier avec ses opposants. D'accord avec ça, Amine ?
Non, je pense que on aurait dû collectivement, le Nouveau Front Populaire, censurer dès l'annonce de ce gouvernement et notamment par le casting, le fait d'avoir M. Retailleau comme ministre de l'Intérieur aurait dû suffire. Mais effectivement, là, on a une nouvelle occasion de le faire. Et je pense que ceux qui ont cru que ce gouvernement aurait pu être un interlocuteur crédible ont désormais la preuve qu'il ne l'est pas. Paul, François Bayrou a multiplié des gestes qui montraient qu'il ne prenait pas au sérieux, en quelque sorte, les socialistes, le refus d'un retour à l'âge de départ légal de départ à la retraite à 62 ans. Et puis, il y a eu l'affaire Betaram qui signe quand même un point de non-retour pour aller négocier avec un Premier ministre pris dans une telle tempête. Oui, mais effectivement, le pays est dans un état où on se demande qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir obtenir la démission d'un ministre. Couvrir, ou en tout cas être suspecté de couvrir des affaires pédocriminelles d'une ampleur terrifiante, avoir différents ministres qui s'indépendantisent de leur propre mission. Je pense à M. Bruno Retailleau qui commence à essayer d'envoyer une guerre diplomatique avec l'Algérie sous fond, de travailler la fracture raciste du pays. Parce qu'on sait à quel point la question coloniale autour de la question algérienne, une colonisation qui a duré de 1830 à 1964, et importante, et pour l'extrême droite française, et pour une partie de la société qui veut refuser de faire le bilan concret de ce que c'est la France, de ce que sont les valeurs qu'elle a déployées au nom de ces valeurs universelles, mais qui concrètement c'est fait autrement. Donc on avait toutes sortes de raisons de déjà pouvoir censurer. On avait aussi 7 ans, encore une fois, de pratiques politiques. Une pratique antisociale, xénophobe, sécuritaire, liberticide, qui voulait dire qu'il n'y avait pas de forme de négociation. C'est pour ça que je pense que la position du Parti socialiste n'est pas rattachée à de la naïveté. Je pense que malheureusement, je dois donner raison en partie à François Bayrou, il y a de la médiocrité. Parce qu'il y a 2 partis socialistes. Il y a 2 ailes droites. Une aile qui assume de vouloir véritablement gouverner avec la Macronie, parce qu'elle n'en est que le prolongement. Je rappelle qu'au départ, la Macronie est née du Parti socialiste. Monsieur Macron a été ministre de François Hollande. Le quinquennat de François Hollande n'est pas si différent du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, si ce n'est qu'il en a radicalisé un certain nombre d'aspects, sur notamment les questions sécuritaires et xénophobes. Et de l'autre côté, une autre aile droite, c'est celle qui prétend être de gauche pour pouvoir se redonner des couleurs et qui a été incarnée jusqu'à présent par Olivier Faure, qui est en train de se faire torpiller par ses propres camarades du Parti socialiste. Donc je ne pense pas que c'est une forme de naïveté, je pense que c'est une forme de médiocrité au sens où l'incapacité à pouvoir poser un diagnostic sur la situation réelle est assez impressionnante, et au-delà de ça, la capacité de savoir qu'une négociation se fait avec un rapport de force. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en négociant sans avoir à proposer que l'idée que de toute manière la responsabilité incombe de céder à l'agenda du pouvoir, qui est de dire on ne va rien faire, on va continuer de faire porter les efforts fiscaux ou les efforts de diminution des déficits sur la réduction des services publics, en gros sur la population générale, plutôt que de toucher au pactole des fiscalités favorisées des plus riches dans ce pays, par exemple. Et de continuer d'arriver en fait à une table de négociation. On se dit la rupture politique avec la période, avec la proposition néolibérale du pouvoir, on ne l'assume pas, parce que de toute manière, en tant qu'on a été un parti de responsables, de gouvernement, on va continuer à essayer de trouver une forme de solution réconciliatrice à la crise politique. Or, je pense qu'il n'en existe point. Noah, c'est vrai qu'on peut retenir, ce qu'on peut retenir de ces 100 jours de gouvernement Bayrou, un peu plus de 100 jours même déjà, c'est cette quasi-omniprésence dans les médias, dans la sphère publique du duo Retailleau-Darmanin qui pousse toujours plus à droite le curseur de ce gouvernement. C'est assez effrayant, mais eux, ils sont en campagne, ils ont un congrès, et effectivement, ils jouent sur les fractures du pays. Et c'est en ça aussi qu'il serait intéressant de censurer ce gouvernement. On le voit avec Bruno Retailleau qui, jusqu'à ma connaissance, n'est pas ministre des Affaires étrangères et qui s'en prend à l'Algérie de manière systématique. Parce qu'il vise aussi une population en France. Un électorat aussi. Un électorat aussi, malheureusement. Amine, tu sais ce point ?
Retailleau, il essaye de faire de son mieux pour normaliser Marine Le Pen. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à différencier les discours de M. Retailleau des discours de Marine Le Pen. Il s'octroie le droit de faire une guerre diplomatique, pour reprendre tes mots, Paul, avec l'Algérie. Et il a déclaré la guerre aux immigrés en France, aux personnes exilées, aux personnes qui sont ici avec une carte séjour. Donc, Bruno Retailleau, en fait, s'inspire directement du programme du Rassemblement national pour casser cette infime barrière qui puisse exister entre LR et le RN. Et en ce sens, ce gouvernement qui était de base une sorte de dernière trouvaille macroniste pour survivre est finalement en train d'appliquer méthodiquement toutes les idées du Rassemblement national et de l'extrême droite, que ce soit sur l'aspect raciste de leur programme, que ce soit sur l'aspect sécuritaire, que ce soit sur l'aspect économique. Et on se retrouve dans une situation où il y a une alliance programmatique et idéologique entre Bruno Retailleau, Monsieur Gérald Darmanin et le Rassemblement national. En tout cas, les 66 députés socialistes, le reste du NFP ne seront pas ou ne seraient pas suffisants en cas de motion de censure côté Rassemblement national. Le doute subsiste et on se demande si les casseroles judiciaires de Marine Le Pen n'y sont pas pour quelque chose. Voici ce qu'elle répond. Est-ce que votre calendrier judiciaire personnel peut avoir une conséquence sur les velléités de censure de votre groupe ? Aucune. Voilà, je l'ai dit, je le redis très clairement. Et même si demain il y avait une exécution provisoire prononcée par le tribunal de l'inéligibilité qu'il choisirait, eh bien, ça ne m'empêcherait pas du tout de censurer le gouvernement, et y compris pour provoquer des nouvelles élections législatives. Mon cas personnel n'aura aucune influence sur notre capacité à défendre les Français et à prendre les décisions nécessaires pour les défendre. Réaction, Paul ? Je voudrais juste redire un petit mot sur la droite avant de partir sur Marine Le Pen. Ce qui est intéressant au niveau de la stratégie politique à droite, c'est que jusqu'à l'arrivée du gouvernement Barnier, il y avait eu de la part de la droite une forme de tentative à l'Assemblée nationale de faire de la surenchère par rapport à la Macronie, mais sans véritablement une forme de succès. On les a vus s'effondrer électoralement, Valérie Pécresse faire un score assez ridicule, des débats à l'intérieur de la droite. Et là, juste, je remarque qu'on arrive à un nouveau phénomène que j'adore, c'est que c'est la droite de Schrödinger. C'est à son acte. Il y a une partie de la droite qui est au gouvernement et une autre partie de la droite qui ne l'est pas. Laurent Wauquiez versus Retailleau. Et en fait, ils occupent tous les postes comme ça. Ils utilisent les deux mêmes stratégies. Je me place au centre pour M. Retailleau qui est en campagne et qui se dit je vais récupérer le bloc macroniste pour moi. Je vais être celui qui va réunir le bloc de droite. Et M. Wauquiez qui est plus prudent et qui se dit pour le faire, il vaut mieux pas trop m'associer au macronisme. Et là, j'en arrive à Marine Le Pen. Marine Le Pen est dans une situation similaire. C'est-à-dire qu'en vérité, comme elle tient de fait la possibilité de ce gouvernement de vivre, on l'a dit plusieurs fois, elle a à échéance régulière la capacité aussi à vouloir monter les enchères. C'est ce qu'elle avait fait pour faire tomber le gouvernement Barnier. Elle avait plus ou moins fait planer ce doute-là également sur la question de la nomination de M. Bayrou. Et là, de temps en temps, elle veut mettre un coup d'accélérateur. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit concrètement, on n'avance pas sur la proportionnelle, sur l'immigration, etc. Elle dit, accélérez les gars, faites encore plus dans mon sens, sinon je vais tendre à me détacher. C'est un coup de pression. Encore une fois, à la fin des fins, le Rassemblement national a surtout montré aujourd'hui sa capacité à être un parti de l'ordre. C'est un parti de l'ordre social qui existe aujourd'hui, qui est inégalitaire, néolibéral, et qui est un dévaste social pour l'ensemble des classes populaires. Mais voilà, elle joue toujours ce double jeu, et en faisant ça, elle maintient une pression sur, encore une fois, une Macronie rabougrie, dont François Bayrou est peut-être le parangon actuel, mais enfin pas le plus brillant d'entre eux, et de l'autre côté, une droite qui, justement, a une capacité d'initiative, d'autant plus que la Macronie est faible. Et dans ce jeu-là, Marine Le Pen, elle arrive en dernière posture. Alors, la question de ses affaires personnelles doit sans doute l'interpeller, elle, personnellement, mais malheureusement, je crains que ce qu'elle vient de dire est vrai, je m'arrêterai là-dessus, c'est que, quel que soit son sort réel, vu la position qu'elle occupe, et vu comment l'extrême droite, même lorsqu'elle n'avait pas de représentants à l'Assemblée, mais qu'elle n'avait pas véritablement
véritablement de position dans les différentes institutions locales, a un poids politique sur le débat, parce qu'il a un poids consenti, celui d'une droite et de la Macronie, qui récupère année après année et son analyse de la situation et ses propositions. Noah, réaction là-dessus, sur Marine Le Pen notamment? Je partage le constat de Paul. Je parle trop. Non, mais qui était une bonne analyse, en fait. Elle sait qu'elle a une position de pouvoir. Aujourd'hui, en fait, la gauche réunie est arrivée en tête, certes, mais parce qu'elle est réunie, on n'a pas de majorité. Et sans le Rassemblement national, le gouvernement ne tombera pas. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met des coups de pression, elle menace, et du coup, tout le monde va dans... Enfin, le gouvernement va dans son sens. Donc effectivement, elle a raison de jouer stratégiquement sur cette pression-là. Parce qu'elle risque, je le rappelle, une peine d'inéligibilité et qui devrait affecter du coup la prochaine présidentielle. Amine, tu voulais réagir aussi? Oui, mais Marine Le Pen a montré ces dernières années qu'elle était du côté de l'ordre et qu'elle voulait se présenter sur une forme de stabilité gouvernementale, qu'elle ne cherche pas forcément la censure, etc. Et je pense que la seule raison pour laquelle elle accélère, c'est justement ces affaires judiciaires. Parce que concrètement, sur l'idéologie et sur ce qu'incarne actuellement le gouvernement Bayrou, elle s'y retrouve. Elle se retrouve dans le discours de Retailleau, elle se retrouve dans le discours de Darmanin, elle se retrouve dans la loi Attal qui vise à réprimer massivement, elle se retrouve dans cette ambiance ultra sécuritaire et cette ambiance très agressive envers les étrangers et les immigrés en France. Donc en fait, la seule chose qui la pousse à accélérer, je ne sais pas si elle prévoirait de censurer si elle n'était pas concernée par des affaires judiciaires. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ce qui la motive actuellement, c'est une éventuelle présidentielle anticipée. Paul, c'est vrai qu'il y a plus que l'épaisseur d'une feuille de papier entre les positions prises par le ministre de l'Intérieur, Retailleau, et les positions historiques du Rassemblement national. On n'arrive plus à faire la différence. Donc, l'échec d'une censure semble évident. Alors, il faut faire attention. Retailleau est un mauvais exemple parce que cet homme a toujours été un homme d'extrême droite. Il a commencé chez le Mouvement pour la France de Villiers. Il est la caricature de ce qu'est l'extrême droite traditionnelle, catholique conservatrice, et qui a fréquenter des milieux, d'extrême droite. Il n'y a pas d'autre mot quand on regarde son parcours initial. Et donc, en ce sens, ça n'est pas étonnant qu'il soit l'homme pivot du dialogue entre l'extrême droite et le gouvernement. Ce rôle, il peut être pris par d'autres. Gérald Darmanin l'avait fait dans le gouvernement précédent. Et par ailleurs, Gérald Darmanin aussi, quand on regarde son passé, a un parcours dans ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un alignement idéologique entre les différentes formations de la droite sur au moins 3 points. D'abord, la question de l'ordre social inégalitaire géré par le néolibéralisme, qui est une violence sociale incroyable et qui, pour avoir été mise en place, a suscité des réactions de la population. Et donc, le deuxième pilier sur lequel il y a un accord, c'est la répression. La répression au sens de recul des libertés politiques, des libertés, des droits civiques, utilisation générale de l'armement policier pour répondre aux manifestants. Donc, ces 2 blocs-là. Et le troisième, la xénophobie, en tout cas, le rejet de l'étranger, sa désignation comme un ennemi intérieur, tous ces procès, ces formes de désignation de figures d'ennemis de l'État qui peuvent revêtir plein de visages, le musulman, l'immigré, tout ce qui s'assimile plus ou moins de près ou de loin à eux. Ça, c'est le troisième pilier que l'extrême droite a amené dans le mix et ça les a, alignés là-dessus. Par contre, il faut faire attention. C'est vrai que chez certains, on entend la même chose, on voit la même chose. Simplement, je dirais qu'à l'intérieur, encore une fois, il y a une nuance dans les formes d'intensité. Je dirais que la Macronie, c'est la droite qui est plus néolibérale qu'elle n'est raciste, mais ça n'empêche pas d'être les deux. Et à l'inverse, vous avez l'extrême droite qui est avant tout xénophobe et raciste, avec un projet ethno-nationaliste qui, néanmoins, se fond complètement dans le fond de l'ère néolibérale, qui n'a aucune volonté de rupture réelle avec. Donc voilà, est-ce qu'il y a des différences? Oui, parce que historiquement, les cultures politiques, des appareils, elles portent des choses différentes. Le rapport à la violence de l'extrême droite est plus fort, même si vous me diriez, mais attendez, la Macronie a été extrêmement violente. Oui, mais la Macronie, elle a été violente sous la forme de l'État. Alors l'État est un instrument de la violence, par excellence. Donc, mais bon, je dis juste pour ça, pour dire que, vous vous rappelez, il ne faut pas faire en sorte que le discours qu'on porte sur l'alignement idéologique qui est réel oublie et efface le fait que l'extrême droite a une place particulière dans ce pays, par son héritage politique, par
de qui elle descend et de ce qu'elle a fait. C'est juste ça. Voilà. Noah, c'est vrai que lorsqu'on entend des ministres, la porte-parole du gouvernement, M. Retailleau, M. Valls, reprendre à leur compte des expressions comme le racisme anti-blanc, c'est quand même assez inquiétant. Mais c'est très inquiétant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé avec Amine et Sébastien un collectif pour lutter contre le racisme. On en parlera dans la deuxième partie d'émission. Et il y a une ambiance actuellement dans le pays qui est assez effrayante. Qui, si vous voulez, fait en sorte que, au lieu de faire nation et qu'on se sente tous français, on a l'impression qu'il y a des Français de seconde zone, qui ne se sentent plus représentés, qui se sentent agressés à chaque fois qu'ils lisent le journal ou regardent la télé. Et ça, c'est une vraie problématique qu'il faut prendre à bras-le-corps. Sur cette question du racisme anti-blanc, je vous renvoie à l'excellent récap de Marion Lopez qui sera diffusé après cette émission et de notre camarade, s'il en est encore un, Fabien Roussel, qui est lui aussi rentré dans cette dynamique. Alors, pendant ce temps, la situation sociale se dégrade de plus en plus. Et pour donner des gages, François Bayrou avait annoncé en janvier renoncer à la suppression de 4000 postes d'enseignants. Sauf que la censure mise en déroute en février, les postes sont quand même supprimés. Je vous propose d'écouter un extrait de reportage de Lisa Lapp et Andrei Manivit qui donne un aperçu de cette crise. Les fermetures de postes sont beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'elles devraient être. Nous n'avons que 10 ouvertures définitives dans le département. Une proposition de 147 fermetures. On a obtenu que des situations soient revues. Ça, c'est clair et c'est la lutte intersyndicale qui l'a permis. Maintenant, on attend vendredi, on verra bien. Parce que là, c'est combien de classes qui sont menacées de fermeture dans le Pas-de-Calais ? 147. 147, c'est énorme, alors que le département ne doit rendre, entre guillemets, parce que c'est déjà trop, que 59 postes. On ferme 147 classes. Le choix délibéré de l'inspection académique du Pas-de-Calais, c'est d'enlever des moyens pour les élèves, c'est de dégrader les conditions de travail, c'est de fermer des classes dans des écoles où les cours doubles se multiplieront, où le nombre d'élèves par classe augmentera. Tout ça pour des choses qui nous restent encore opaques et qui ne nous semblent pas aller dans le bon sens. Là, l'intersyndicale sont reçus par l'inspecteur d'académie en audience pour entendre l'opposition ferme des personnels, des parents des élèves et des élus du Pas-de-Calais par rapport à ce projet de carte scolaire qui va encore une fois dégrader les conditions d'apprentissage des élèves dans un des départements les plus pauvres de France, là où on a le plus d'éducation prioritaire et le plus d'élèves qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. Amine, le drame, c'est qu'au-delà des jeux politiciens, il y a évidemment cette situation sociale, cette situation des services publics aussi en déshérence qui est de plus en plus dégradée aussi. Oui, et en fait, cette extrême droitisation de la sphère politique, elle s'incarne aussi par un extrémisme dans le libéralisme et dans la violence sociale qui s'exerce. On le voit en Loire-Atlantique avec la présidente de région qui s'inspire de Javier Milei pour faire des véritables coups de tronçonneuse dans les budgets. C'est en réalité en fait une continuité de l'extrémisation et de cette orientation généralisée vers l'ultralibéralisme et qui coûte des vies, qui coûte cher à l'éducation, qui coûte cher à la santé, etc. Et nous, notre combat central en tant que militants à gauche, c'est que personne ne l'oublie, que c'est une lutte de base qui est éminemment politique, qui est là pour sauver des vies, qui est là pour investir dans des secteurs qui sont essentiels. Et on ne doit pas oublier pourquoi on fait ça. Ce n'est pas juste un combat politique avec M. Bayrou, M. Retailleau, etc. C'est parce qu'on a un projet de transformation de la société qu'on fait ça. Paul ? Ce qui est vrai, c'est que cette cure d'austérité, donc déjà, elle est vraiment d'une intensité pas mesurable depuis au moins les plans d'austérité qui sont arrivés dans la période après 2008, c'est-à-dire après la crise financière mondiale, et avec le même réflexe de dire il faut faire payer les conséquences de cette crise financière, de spéculateurs, de banques, etc., à la population générale. Parce que c'est comme ça que fonctionne notre système actuel. Ça s'appelle le capitalisme. Les richesses sont concentrées au sein d'une minorité sociale, une classe qui possède les moyens de production et qui, aujourd'hui, instrumentalise l'État dans le but de gérer leurs intérêts. Et là où on arrive à quelque chose de drastique, c'est que, du coup, on est à une étape de semi-effondrement des services publics. Semi-effondrement, je dis pourquoi ? Parce qu'en fait, on en connaît, et puis on gère la pénurie
infligée, une pénurie administrée par l'État. Ça a été le cas à l'hôpital, c'est le cas dans l'éducation nationale, mais c'est le cas aussi dans l'enseignement supérieur. Moi, je peux dire quelque chose, des conditions dans lesquelles on enseigne à l'université, qui sont absolument déplorables. Quand la condition des étudiants eux-mêmes est innommable. Okay, moi, je ne supporte pas le fait que quand je sors de cours, le soir, je vois mes étudiants faire la queue pour pouvoir obtenir de quoi manger. C'est ça, l'état du pays. Et effectivement, c'est ça, l'austérité. Et c'est pour ça que, pour revenir à la question de la censure, ça va être un enjeu qui va d'autant plus grossir qu'on l'a vu là, prochainement, à part si le Rassemblement national fait semblant de vouloir censurer, la prochaine étape potentielle de faire tomber ce gouvernement, ça va être de nouveau la question du budget 2026. C'est-à-dire de nouveau la question d'organiser ou non le pillage des services publics par l'État au nom de la préservation des intérêts des riches, et ce, avec un nouvel argument supplémentaire qui va être absolument effroyable pour fracturer le champ politique, qui est toute la dynamique guerrière annoncée par le président de la République. Parce que ça sera des canons ou la sécurité sociale. J'ai entendu cette formule dans un article, je ne sais plus si c'est Le Monde ou quoi, mais ça va être ça en permanence. Mais comment voulez-vous financer des retraites pour que les gens arrêtent de crever au boulot si il nous faut réarmer la France, s'il nous faut engager des investissements dans l'investissement militaire, etc. Or, ça va être un étau particulièrement efficace sur la question d'accepter l'austérité, et on en revient toujours là. Une dernière chose là-dessus, c'est, je me rappelle qu'il a fallu, pour pouvoir monter un front anti-austérité la dernière fois, au moins 4 ans. Entre 2008, il a fallu attendre 2012 pour que, au niveau européen, on voit apparaître les remous politiques de cela. Les indignés en Espagne, la France insoumise en France, Syriza en Grèce, avec différentes formes de culture politique. Mais ce qui veut dire, c'est que là, cette bataille doit être engagée. Et moi, ce qui me fait craindre que pour l'instant on n'est pas au niveau en termes de notre camp social, c'est que je vois très peu d'initiatives émerger de façon structurée et coordonnée à l'échelle de notre société. Que ce soit, moi je suis syndiqué par exemple dans mon université, ou que ce soit au niveau interprofessionnel. Et donc là, il y a des questions qui se posent sur où est la stratégie à gauche d'une opposition à partir du moment où dans l'espace parlementaire, il y a peu de changer. Et sur l'économie de guerre, Emmanuel Macron a été très clair dessus. On peut lui reconnaître le mérite de la sincérité. Pas la moindre hausse de fiscalité. Donc c'est clair que le financement de cette économie de guerre va être en creusant dans les services publics, en creusant encore plus dans la santé et dans l'éducation, et que ça va coûter des vies. Ce n'est pas uniquement la guerre qui va faire des morts, c'est aussi tout ce qu'on va puiser dans les ressources de l'État pour faire disparaître des budgets de la santé, pour faire disparaître des budgets essentiels. Ça aussi, ça va coûter des vies. Noah, le mot de la fin sur cette question sociale, ce sont les Français les plus précaires qui, une nouvelle fois, vont payer l'addition d'une politique toujours plus Aujourd'hui, on austéritaire. sacrifie le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, qui n'ont que leur force de travail, en fait. On sacrifie des générations de personnes qui n'ont pas de professeurs devant eux, qui ne vont jamais pouvoir... Quand vous n'avez pas pendant 1 an de prof de français, de prof de maths, de prof de physique, vous ne pouvez jamais rattraper vos lacunes. On est en train de sacrifier toute une génération, et c'est un choix politique du gouvernement. Et c'est ça qui est dramatique. Pareil pour les personnes dans les hôpitaux ou les urgences qui n'ont pas de médecin. Aujourd'hui, vous avez dans certains départements une recrudescence des cancers. Donc on sacrifie les personnes les plus pauvres qui, malheureusement, n'ont pas d'autre choix que de bénéficier des services publics. Des gens meurent d'ailleurs aux urgences, oui. N'étant pas soignés. On a C'est malheureusement des cas, vous avez raison de le souligner. Merci à tous les trois, en tout cas. Restez avec nous. On passe à la seconde partie. On parlera de racisme en politique avec ce nouveau collectif transpartisan AGRA, porté par 3 collaborateurs parlementaires, dont vous 2, Amine et Noah. Avant d'en parler, on fait un point sur l'actualité du jour avec le Flash Info préparé par Sarah Dieu. Inscrire le non-consentement dans la définition pénale du viol, c'est l'objet du texte transpartisan examiné ce mercredi en commission des lois. Actuellement, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise, mais le terme consentement n'apparaît pas de façon explicite. La Russie et l'Ukraine acceptent un cessez-le-feu en mer Noire. L'accord, annoncé hier par la Maison-Blanche, prévoit surtout de garantir la sécurité du passage des navires commerciaux. Il pourrait être très avantageux pour la Russie. Les États-Unis se disent prêts à aider Moscou à exporter ses produits agricoles et engrais sur les marchés mondiaux, une première étape vers la levée des sanctions.
Après la fuite de plans militaires, la Maison-Blanche tente de minimiser. Lundi, le magazine américain The Atlantic a révélé qu'un de ses journalistes avait été ajouté par erreur dans un groupe de discussion entre hauts responsables américains sur la messagerie Signal. Une conversation top secrète portant sur des frappes militaires au Yémen. Donald Trump évoque un simple pépin sans gravité. Merci à vous de nous retrouver. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de retour sur ce plateau, la seconde partie au cœur de l'actu. Merci d'être présents et à celles et ceux qui nous rejoignent. Plusieurs figures politiques professionnelles des médias apportent leur soutien à une initiative lancée par 3 assistants parlementaires de gauche. Ces derniers dénoncent la marginalisation des minorités visibles dans le milieu politique afin de combattre les mécanismes donc d'exclusion raciste et discriminatoire entravant l'accès aux responsabilités, aux mandats électoraux. Ils ont fondé un collectif transpartisan nommé AGRA. Nous sommes avec 2 représentants de ce collectif, Amine Snoussi et Noah Tefrit. On revient sur cette initiative. Quel a été le moteur, quel a été le point de départ de la création de ce collectif, Noah? Peut-être. Alors le point de départ, ça a été donc le collectif est né au 4e étage d'une œuvre de Bourgogne à l'Assemblée nationale. Donc Amine était un collègue à moi et on s'est rendu compte tous les deux qu'on vivait certaines situations qu'on ne devrait pas vivre, surtout à gauche. Je vais vous raconter une anecdote. Donc j'ai été candidate pour défendre la parité populaire aux élections européennes au sein de mon parti. Et un jour, je suis convoquée par un haut cadre du parti qui m'explique que tous les jours, il y a des Noirs et des Arabes qui viennent dans son bureau pour avoir des postes. Or, un haut cadre d'un parti de gauche ne devrait pas dire ça. Donc c'est en échangeant nos expériences, les siennes, les miennes, à travers nos différents parcours, en voyant des collègues qui n'étaient pas forcément soutenus partir, qu'on s'est dit que ce n'était pas possible et qu'il fallait réagir. Et nous aussi, donc c'est bien de lutter contre l'extrême droite à l'extérieur, mais c'est aussi bien de lutter contre ces mécanismes-là dans des partis qui sont censés nous représenter et nous défendre. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on échangeait sur ce sujet-là, le mot qui nous est venu en fait à l'esprit, c'est assez marrant, c'est un mot d'origine arabe qui s'appelle la agra, qui est en fait un mot très violent, qui signifie une espèce d'injustice et de violence mélangée qu'on ne mérite pas. Et c'est de là d'où est né le collectif. Amine? Oui, effectivement, c'est en fait des mécanismes d'exclusion qu'on a pu observer dans l'ensemble des partis politiques à gauche, qui sont en fait des mécanismes d'exclusion qu'on peut observer dans plusieurs sphères de pouvoir. Dans le journalisme, par exemple, il y a un syndicat qui s'est créé, l'AJAR, qui s'intéresse justement à ces questions-là. Vu que c'est des milieux de pouvoir, justement, c'est là où il y a le plus de mécanismes de violence contre les classes populaires, contre les personnes racisées. Et en fait, c'est cela qu'on cherche à dénoncer, surtout dans notre famille politique, qui est censée avoir compris l'importance de la représentation et l'importance des premiers concernés, et l'importance de leur donner une voix, et non pas juste une voix d'ailleurs, de leur donner des responsabilités politiques réelles, non pas juste de les exploiter pendant les campagnes électorales pour accéder aux quartiers populaires et pour discuter de certaines questions, mais aussi qu'ils puissent peser en interne politiquement. Paul, c'est vrai qu'il y a une ambiance, malheureusement, qui favorise aussi certains discours politiques, mais même à gauche parfois, qui peuvent verser malheureusement dans le racisme. Est-ce que c'est cette ambiance générale qui influe malheureusement sur le racisme en politique aussi? Moi, je suis très mal placé, sans doute, pour témoigner de l'ambiance générale raciste dans les organisations de gauche. Néanmoins, on peut pointer 2 choses. D'abord, l'ensemble du mouvement antiraciste a clairement exprimé, avec toutes les différences qu'il comporte en lui, l'échec généralisé des organisations politiques pour se prémunir du racisme.
La deuxième question, c'est de dire que, de fait, c'est une réalité que l'on ne peut pas ne pas soupçonner à partir du moment où on pense que le racisme n'est pas une affliction morale, ce n'est pas une grippe que des individus auraient de façon temporaire ou permanente parce qu'ils penseraient mal. Le racisme, c'est une pratique, mais sur un discours et une pratique de discrimination concrète qui se fait à l'intérieur de l'ensemble des structures de la société. Une société est raciste ou ne l'est pas, disait Fanon. Bon, ce qui veut dire que dans ces structures, dans ces institutions, dans ces manières de fonctionner, elle reproduit des mécanismes, qu'ils soient conscients ou inconscients, concrets. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement dans la question de la politique, on peut voir aussi l'évolution politique sous la forme d'une carrière. D'ailleurs, les sociologues ont depuis longtemps utilisé ce mot au-delà de la question du travail pour comprendre les questions de trajectoire. Trajectoire dans un appareil, trajectoire au sein d'une vie, au sein de milieux sociaux, au sein de classes, etc. Et quand on regarde, effectivement, ces trajectoires sont marquées par des discriminations, par des arrêts, des assignations, des limitations, etc. Et donc, de fait, oui, des pratiques racistes, parce que personne ne peut s'extraire comme ça au-dessus des rapports sociaux. Donc moi je trouve ça extrêmement important d'avoir des collectifs qui s'organisent, parce qu'encore une fois, on ne combat pas concrètement des rapports de domination, des rapports de discrimination par du discours, mais par de la coordination, de l'organisation politique. Et voilà, après, j'espère que le collectif le fera. Je pense qu'en plus, à l'Assemblée nationale, c'est un lieu particulier, un lieu de pouvoir qui en rajoute. Et puis, de ce que je sais, en tout cas, parce que je crois que vous êtes collaborateur parlementaire, c'est un job que j'ai exercé aussi et qui est très peu protégé, en fait. Très peu, vous êtes très, très vite dans un rapport de pouvoir déséquilibré. Et donc, gauche ou pas gauche, la question, c'est les travailleurs sont les seuls à même de se protéger contre les maux qu'on leur fait. Noah, il y a eu quand même, depuis quelques années, une forme de diabolisation des mouvements antiracistes en France. Est-ce que c'est une crainte que vous avez pour le collectif AGRA ? C'est vrai que lorsqu'il y a une organisation, il y a une façon de se constituer en collectif pour lutter contre le racisme. Tout de suite, on a une espèce de discours visant à laisser croire que les antiracistes seraient les véritables racistes, ou qu'ils se victimiseraient, effectivement. Alors, nous, notre but, c'est vraiment de lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme, et aussi de rajouter la dimension sociale. Parce qu'aujourd'hui, la discrimination, elle ne va pas être que raciale, elle va aussi être sociale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les bonnes écoles, si vous n'avez pas les mêmes connaissances, vous pouvez aussi avoir des types de discrimination. C'est-à-dire que moi, par exemple, à mon étage, je suis la seule à avoir un bac. Donc, c'est vrai que vous avez une espèce, si vous voulez, de mépris social qui peut même être pris en compte, en fait, pour des personnes qui ne sont pas issues de minorités visibles. Et est-ce qu'on en a peur ? Non. Le collectif est ouvert à tous les partis républicains. L'idée, c'est vraiment de dénoncer, et aussi de créer des outils, en fait, pour que ces gens-là puissent se défendre, qu'ils aient un endroit sécurisé où on puisse échanger, trouver des solutions, lutter aussi contre ces mécanismes d'exclusion. Et il faut qu'on gagne cette bataille culturelle où dès qu'on veut lutter contre le racisme, en fait, on se fait traiter de raciste. Amine ? Oui, en fait, cette diabolisation, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte et qu'il faut combattre de manière frontale. Nous, on le dit clairement, il y a un problème de formation sur les questions antiracistes dans l'ensemble de la gauche. Ça veut dire qu'on n'est pas assez calé sur les sujets de lutte contre l'antisémitisme, on n'est pas assez calé sur les sujets de lutte contre l'islamophobie, on n'est pas assez calé sur les sujets de racisme en général, et on met ça au second plan. Ce qui fait qu'en interne, il y a très peu de personnes qui sont sensibilisées sur ces questions-là, et ce qui crée une conséquence directe qui est l'absence de représentation des personnes racisées et des personnes issues des classes populaires. Il y a une exploitation des personnes racisées sur des temps donnés, mais elles n'aboutissent jamais à des postes à responsabilité, elles n'aboutissent jamais à devenir des figures des mouvements de gauche. Elles sont cantonnées à des espaces restreints. Donc c'est ça qu'on souhaite dénoncer en s'organisant de manière transpartisane, mais aussi en essayant de mettre la pression sur les partis politiques pour qu'ils changent leur manière d'aborder les questions antiracistes.
Est-ce que vous vous sentez soutenu justement au sein de l'Assemblée nationale? Il y a eu une pétition, mais est-ce que concrètement les responsables politiques vous apportent leur soutien? Oui, là, on a eu des députés de tous bords, de toute la gauche. On a eu des responsables, des sénateurs, des responsables politiques locaux, etc. Il y a des gens qui n'y sont pas sensibles, et il y en a d'autres qui se sentent concernés et qui souhaitent que ça change. Et je pense que c'est une question essentielle qui traverse tous les mouvements politiques. Il y a des individualités dans chaque parti politique qui souhaitent travailler sur la question, mais il y a évidemment tout un tas d'appareils à faire bouger également, et ça c'est un peu plus difficile parce que il y a des mécaniques qui se sont installées depuis très longtemps, des mécanismes de désignation de leurs responsables, etc., qui sont très difficiles à influencer, mais c'est l'objectif qu'on se donne. C'est aussi le premier pas vers plus de représentativité des minorités dans les milieux politiques. On sait que lors des élections, les jeux politiciens pour pouvoir être candidat à dans telle ou telle circonscription pour des élections législatives, tout ça peut aussi se jouer sur des aspects teintés d'un peu de racisme. Tout à fait. Et en fait... l'idée, c'est plus de représentativité. Par exemple, aujourd'hui, 80% des députés sont cadres, alors que 80% de la population française ne l'est pas. Ce qui entraîne une certaine déconnexion. Et on le voit. Par exemple, les ouvriers employés ne votent plus pour nous, ils votent pour le Rassemblement national. Parce que, si vous voulez, quand on a des personnes qui viennent du même milieu, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont le même mode de pensée, vous avez forcément une espèce de déconnexion, en fait, qui se crée et qui fait qu'on est moins... lié à sa base. Il manque, je pense, ce nouveau regard, et on a besoin de diversifier ce personnel politique. Paul, un dernier mot là-dessus? Non, mais bon, il y a quand même une partie des classes populaires qui votent à gauche, hein, oui. Encore heureux. Hein, on en a perdu pas mal. Mais j'entends que perdu, je sais pas. En tout cas, il y a des recompositions, on pourra faire une émission là-dessus. C'est un peu sur quoi je travaille, donc ça m'intéresse sans problème. Mais effectivement, je crois qu'encore une fois, pour recommencer sur la question au départ, là, de les antiracistes sont-ils les nouveaux racistes? En fait, il y a un problème français. Il faut le poser aussi là sur la table. Des sociétés racistes dans le monde occidental ou ailleurs, il en existe. On ne va pas faire une dissertation sur toutes les formes que ça prend, mais en France, il y a un problème particulier. C'est que parce que notre pays peut revendiquer qu'une part de son histoire est, celle d'un pays qui a promu des valeurs, encore une fois, émancipatrices, la France a du mal à se regarder droit dans les yeux. Et particulièrement, elle a du mal à voir que derrière la forme actuelle qu'a pris son modèle politique, le modèle républicain, il y a une volonté de nier les individus comme des individus concrets. C'est-à-dire qu'on a les proclamations pour des individus abstraits, l'homme libre, égaux, et c'est très bien. Sauf que pour le rendre réel, c'est-à-dire pour que cette émancipation soit concrète et réelle, il faut faire en sorte de reconnaître l'individu pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui n'en ont pas. Pourquoi? Il y a des gens qui sont discriminés sur la base de leur appartenance supposée, etc. Et ça, c'est quelque chose qui demande particulièrement un effort en France, parce que la France est dans une attitude soit de déni, soit de complaisance vis-à-vis de ce modèle qui nous permet de refuser, encore une fois, de voir le bilan colonial et de voir comment ces valeurs universelles, soi-disant, ont justifié massacres, viols, tortures, génocides, nettoyage ethnique partout dans le monde. Et de l'autre côté, comment en France, du coup, nous ne sommes pas une société parfaite. Et comment notre modèle peut amener à en partie reproduire de façon générale ces comportements ou ces discriminations racistes par le fait qu'on ne les reconnaît pas comme tels. Et les reconnaître comme tels ne garantit rien, ne permet pas tout. Regardez les sociétés anglo-saxons comme les États-Unis ou l'Angleterre qui ont des statistiques ethniques, beaucoup d'outils conceptuels. Ça ne promet rien sur le résultat, mais c'est un premier pas qui est très difficile en France à aborder. Un dernier mot, Amine et Noah, sur ce collectif Hagra. Comment va se manifester concrètement, matériellement, l'action du collectif dans les semaines, les mois à venir? L'idée, c'est de rassembler un maximum de personnes qui sont sensibles à cette question dans tout le personnel politique. On est 3 à l'avoir lancé, mais on est bien plus à être intéressé par ces combats-là. Je rappelle, juste pour le citer, que vous êtes également avec Sébastien
Carpinato, qui est collaborateur écologiste, collaborateur et qui travaille beaucoup sur l'antiracisme au sein du mouvement des écologistes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rassembler le maximum de gens issus de ce milieu politique, qui travaillent à l'Assemblée, qui travaillent au Sénat, qui travaillent ailleurs, qui ont été confrontés à ces situations-là et qui veulent maintenant s'employer à lutter contre, ce qui n'est pas facile, parce que comme tu l'as dit, Paul, c'est un métier qui est très peu stable et où il y a un rapport de force très puissant et où les gens ont peur de leur employeur et des risques que ça peut entraîner de s'engager contre des comportements politiques dans sa propre famille politique, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de faire en sorte que notre famille politique de gauche en général évolue sur ces questions-là. Donc il y a cette idée-là de recueillir le maximum de témoignages sur le sujet, de structurer des moments où on peut faire de l'autodéfense, où on peut établir des stratégies politiques pour lutter contre ces mécanismes d'exclusion raciste et de donner la parole aux premiers concernés, évidemment, parce que c'est ça le plus important. Noël, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que si j'avais pas eu des camarades à qui me confier, je ne serais peut-être plus là. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un cercle de confiance où on peut s'exprimer, en discuter et avoir des gens en fait qui vous motivent et qui vous expliquent que en fait ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est aussi un des premiers buts de Agra. Et l'idée, c'est de faire de la place à tout le monde, pas de prendre des places. Il faut redonner la voix à ces personnes. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui parle pour nous. On peut s'exprimer. Et je pense que tout le monde peut porter des combats politiques et qu'il faut sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup Noah, Amine et Paul d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. C'est la fin de Au cœur de l'actu sur la Freebox. Vous l'avez regardé sur Molotov ou sur la chaîne YouTube du Média 24/7 ou le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission en laissant un commentaire sous la vidéo ou par mail si vous en avez les moyens. Soutenez-nous, soutenez notre travail de journalistes indépendants des forces et des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur le site internet lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne suite des programmes.